Bonjour, je me présente brièvement, je m'appelle Jean-Fred Varlin, je suis un historien tardif puisque j'ai toujours eu beaucoup de goût pour l'histoire, mais je n'ai commencé à étudier sérieusement cette matière après ma retraite de chirurgien, c'est-à-dire il y a 7-8 ans, mais je me suis passionné pour l'histoire moderne en général et pour le règne de Louis XV et le secret en particulier, si bien que j'ai été tenté d'en faire un livre. Alors, pourquoi avoir choisi le personnage de Tercier? Eh bien, c'est une bonne question. Tercier est effectivement un personnage méconnu, même pratiquement inconnu, et qu'il serait totalement sans les travaux de l'abbé Soulavie en 1810 et surtout de Boutaric à la fin du XIXe siècle. Mais c'est un personnage que j'ai rencontré au fur et à mesure de mes lectures sur Louis XV. Je me suis perçu qu'il était à la fois historien, diplomate, négociateur, érudit, membre de nombreuses associations savantes, et en plus il avait de nombreux talents, d'immenses qualités. Il était généreux, extrêmement laborieux, courageux, loyal. Enfin, il avait toutes les qualités que je n'énumérerai pas ici, sauf une écriture particulièrement détestable qui m'a donné quelques soucis pour le lire, mais finalement c'est devenu un jeu. Voilà. Et en plus c'est un monsieur dont l'ascension sociale est remarquable, c'est vraiment un homme qui s'est fait tout seul, parce qu'il est parti de pas grand-chose. Son grand-père était vaché au pays de Gruyère et ne pouvait pas nourrir sa famille. Donc son père a émigré modestement en France comme suisse de la duchesse de Plymouth, et lui vraiment s'est élevé à la force du poignet grâce à ses études. Il a certes eu des soutiens, mais qu'il a gagné à la force du poignet, parce que par exemple Stanislas Leszczynski, il a à la fois beaucoup contribué à sa nomination comme roi de Pologne et à sa survie, puisque c'est lui qui a réussi à le faire échapper de Danzig. Il était également soutenu par la reine, par le prince de Conti, par de nombreux ministres, mais l'hostilité de Madame de Pompadour a eu raison de tous ses soutiens. Qu'est-ce que le secret du roi dont vous parlez et quel est son rôle? Eh bien, le secret du roi est une spécificité de Louis XV. Toutes les diplomaties ont toujours eu un caractère secret, mais Louis XV, qui en avait le goût très prononcé depuis l'enfance, a, d'une part par souci d'être informé de plusieurs régions, de plusieurs façons, a eu le souci d'avoir une diplomatie parallèle, que je qualifierais même de perpendiculaire à celle de ses ministres bien souvent, car cette diplomatie secrète se faisait à l'insu de ses ministres des Affaires étrangères, avec une toute petite équipe. C'était, comme a dit Michelet, une agence. Michelet a fort bien dit, les Choiseul avaient l'argent, le pouvoir, les finances, la guerre, les affaires étrangères, l'administration, la police, et le roi n'avait qu'une petite agence de quelques hommes qui observaient en Europe, et parmi ces quelques hommes, le trépied principal était fait du comte de Broglie, de Durand, de Distrophe et de Tercier, et Tercier en a été le pivot essentiel. Alors le rôle du secret était un petit peu de poursuivre la politique de Richelieu, Mazarin, Louis XIV, c'est-à-dire de politique d'endiguement de l'Empire des Habsbourg d'une part et de la Russie d'autre part, en formant une barrière qui comprenait la Suède, la Prusse, la Pologne et la Turquie. Malheureusement, comme j'aurai l'occasion peut-être de vous le redire, le renversement des alliances a enlevé à cette chaîne son maillon le plus fort, à savoir la Prusse, mais malgré tout, Tercier, qui avait été emprisonné en Pologne, a gardé toute sa vie la Pologne au cœur, et il s'est beaucoup battu pour qu'elle conserve ses libertés et son intégrité territoriale. Alors, quel était le rôle de Tercier à l'intérieur de ce secret? Eh bien, c'était un rôle tout à fait capital. Comme je vous l'ai dit, il en était le pivot, le moyeu, la clé de voûte, comme vous voudrez. Il avait un rôle à la fois de chiffrement, et il a inventé véritablement, c'est pas lui qui a inventé le chiffre, mais il a inventé un système de chiffrement qui, d'après des renseignements que j'ai eus à la DGSE, est resté en vigueur jusqu'à la fin du XXe siècle. Par ailleurs, il était le maître des finances de ce secret, finances qui étaient souvent faibles parce que, en particulier pendant la guerre de 7 ans, le roi qui payait de sa cassette était devenu très parcimonieux. Il donnait des billets de tombola quelquefois, mais lui, Tercier, envoyait des lettres de change à Hanovre, à Breslau, à Francfort, à Danzig, pour essayer
d'aider les ambassadeurs qui en faisaient partie, et qui étaient par exemple Vergennes en Turquie, le comte de Broglie à Varsovie, et le baron de Breteuil à Pétersbourg. Son rôle était extrêmement important. Il avait également un rôle encore plus important qui était de dicter les instructions, de rédiger les instructions pour les ambassadeurs qui faisaient partie du secret, et c'est donc des instructions parallèles à celles des ministres. Et il avait même une grande influence sur le roi, puisqu'il correspondait pratiquement toutes les 2 fois par semaine avec lui, et on peut penser que certaines décisions royales, dont on a l'approuvé, étaient en fait dictées par Tertier. Comment expliquer son échec final? Eh bien effectivement, je crois qu'on ne peut en tout cas pas l'imputer, parce que j'ai une grande empathie pour eux, aux membres du secret, car ni à leur négligence, ni à leur absence de sagacité, encore moins à leur absence de cohésion, car ils sont restés unis comme les doigts de la main, et il n'y a jamais eu la moindre fuite à l'intérieur du secret. Et même quand ils avaient des opinions divergentes, ils sont toujours restés extrêmement homogènes, mais on peut l'imputer, comme je l'ai dit tout à l'heure, au renversement des alliances, alors que ça semblait se passer très très bien, on allait s'allier à la Saxe, la défection de la Prusse, qui s'est alliée à l'Angleterre, a fait chaoter, c'est le moins qu'on puisse dire, le secret. Et on peut aussi l'imputer au fait qu'il a quand même eu quelques succès, en particulier le coup d'État de Gustave III en Suède, mais c'était après la mort de Tertier. Mais Tertier a eu la chance de ne pas voir le dépeçage de la Pologne, mais le secret avait contre lui, d'une part, à l'extérieur, des génies comme William Pitt, Catherine II ou Frédéric II, et d'autre part, à l'intérieur, il a dû s'opposer à des gens, des ministres qui étaient intrigants et qui faisaient passer leurs intérêts personnels avant celui du pays, alors que le service du roi, comme disait Tertier, a toujours été sa première mission.